Nous accueillons Gabriel Rochette, directeur général adjoint de Tela Tofola, qui va nous parler de la microfiltration tangentielle en remplacement de la filtration Kieselguhr. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Gabriel Rochette, société Tela Tofola, et on va développer les techniques de filtration. Donc, on va parler du remplacement de la filtration Kieselguhr, donc la filtration alluvionnage, par la microfiltration tangentielle. Alors, le contenu, donc, on va commencer, je vous présenterai brièvement qui est Tela Tofola. Après, on parlera de turbidité, parce que pour parler de filtration, il faut comprendre qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'il y a dans la bière, dans le mou. Après, on parlera donc des techniques de filtration répandues dans le monde de la bière. On complétera les avantages et les inconvénients des techniques tangentielles. Et puis après, on fera une petite conclusion sur les troubles qu'on peut retrouver. Et puis, s'il y a des questions, avec plaisir, je répondrai à vos questions. Donc voilà, Tela Tofola, c'est une PME italienne. On est à peu près 600 salariés. Et notre métier, c'est la filtration des liquides alimentaires. On est très connu dans le monde de l'œnologie. On filtre beaucoup de vin, dans la fromagerie, dans les cidres et aussi dans la bière. Donc dans la bière, on vend beaucoup de techniques de filtre Kieselguhr. Pour comprendre la filtration de la bière, il faut comprendre d'abord ce que c'est la turbidité. La turbidité, c'est le trouble qu'on peut avoir dans un liquide. Donc on peut l'exprimer de différentes manières dans NTU, EBC. Ça dépend un petit peu les pays, ça dépend les formations que les gens ont eues. Donc on a des turbidités qu'on exprime en EBC ou en NTU. Un NTU, c'est 0,245 EBC. Une bière filtrée, elle doit avoir environ moins de 1,5 NTU. Alors, pour améliorer la turbidité de vos bières, il y a des techniques, on va dire, plutôt mécaniques. Il y a des techniques de clarification qu'on appelle des collages. Donc, en Europe, on utilise généralement du gel de silice et on va provoquer des flocs tanaprotéines qui vont entraîner, en fait, au fond de la cuve tous les résidus que vous pouvez avoir, donc les levures mortes, même des petites particules. Au Royaume-Uni, ils utilisent d'autres adjuvants de collage, mais qui ont à peu près le même effet. Donc là, c'est une clarification, on va dire, entre guillemets, électrique. On fait des flocs tanaprotéines, c'est des petits ions qui s'associent pour sédimenter. Après, il y a une technique qui est beaucoup plus simple, qui est le soutirage. On va partir d'une cuve qu'on va mettre au froid et on va ouvrir les vannes sous la cuve pour évacuer une grosse partie des levures mortes et des matières organiques qu'on peut trouver. Et la dernière technique, c'est la filtration. Donc la turbidité, qu'est-ce qu'on va retrouver qui peut affecter la turbidité? Donc, la première chose, et ça c'est la plus importante, c'est la qualité du malt que vous allez acheter. Donc il y a différents types de malt, il y en a qui auront avec des absences de glucane. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il faut bien le tracer au niveau de la personne qui vous vend le malt. C'est même primordial. Il y a des malts qu'on aura beaucoup de mal à... Enfin, des bières issues de malt qu'on aura beaucoup de mal à filtrer. Après, il y a bien sûr le programme de brassage, les différentes montées en température avec les actions enzymatiques qui vont déterminer les extractions qu'on peut faire sur votre malt. Après, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a les types de levures que vous utilisez. Donc il y a certaines levures qui vont favoriser, qui vont plus se développer, qui ont des corps plus gros et qu'on va retrouver en fond de cuve quand elles seront mortes. Les températures de fermentation aussi. Bien sûr, le temps de stockage, la température, donc plus on va stocker sa bière longtemps, plus on aura le temps de laisser sédimenter. Plus les températures vont être froides, plus ça va sédimenter aussi. Voilà. Bien sûr, le niveau d'hygiène à la production. Et puis après, il y a aussi d'autres choses. Ce que vous pouvez ajouter dans vos bières, bien sûr, les houblons. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui mettent des fruits. J'ai même vu de la châtaigne, d'autres choses comme ça. Donc tout ça, ça influe la turbidité de votre produit. Et après, il va falloir trouver une technique pour le filtrer. Donc la référence, c'est ce que je vous ai dit, on parle de NTU, donc il existe des petits appareils qui sont assez simples, où on prend un échantillon, il faut bien essuyer, et on va mesurer, en fait, c'est un spectre qui va traverser votre échantillon, et on va mesurer cette turbidité. Okay, donc une bière, voilà, 1,7 NTU, vous pourrez la mettre en bouteille ou rajuster la filtration. Quand on a 1,7 NTU, normalement, on ne retrouve quasiment plus rien, en tout cas plus de levure, on peut retrouver encore quelques bactéries. Attention, quand moi je vous parle, c'est sortie filtre.
Après, vous pouvez avoir des pollutions dans les tuyaux, dans vos fermenteurs, dans votre installation. Si vous avez des groupes d'embouteillage, là aussi, il faut faire attention à la sanitation. Alors, pourquoi filtrer la bière? La première chose, quand on demande de filtrer la bière, c'est souvent, on va dire, commercial. Les gens, ils veulent quand même aussi des fois des produits filtrés. Alors, il y a un petit peu de discours. Les gens, ils veulent des produits naturels avec du dépôt, mais ils veulent aussi des produits filtrés. Donc, des fois, il y a une petite incompréhension. On ne peut pas avoir un produit naturel avec du trouble et avoir un produit naturellement filtré. Donc souvent c'est commercial, mais avant tout c'est aussi un problème de stabilité. Alors qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans la bière? D'abord on va retrouver des levures, donc qui peuvent être vivantes. Hein, c'est ce qui vous expliquait juste avant l'intervention sur les bières sans alcool. Quand on a des levures vivantes, on peut avoir des refermentations. Et quand on a des refermentations, on peut avoir des déviations sur le goût. On peut avoir aussi des levures mortes, bien sûr, qui vont se retrouver en fond de cuve. Ces levures mortes, plus vous avez les laissées longtemps dans vos fermenteurs, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elles peuvent aussi relâcher des composés olfatiques. Et ça va modifier le goût de votre bière. On va retrouver des protéines, des macroprotéines, qui, elles, vont gérer des troubles. Donc on parle de flocons dans la bière. On peut retrouver des bactéries. Donc ça, c'est le plus gros problème. Si vous avez des bactéries, vous pouvez avoir des fermentations bactériennes. Et là, c'est un peu la catastrophe. Hein. C'est des piqûres acétiques, lactiques, choses comme ça. Et ça, forcément, ça va influencer le goût de votre produit. On va aussi retrouver des sédiments naturels, donc tout ce que vous pouvez ajouter dans votre bière. Donc ce qu'on dit, hein, le produit est dégradé et le consommateur n'est pas forcément content. Alors, les systèmes de filtration traditionnels. Juste nous, pour bien expliquer, voilà, Delatofola, on fabrique tous les filtres que vous pouvez trouver dans la bière. Donc, sincèrement, je n'ai pas d'avis de parti pris sur les filtres qu'on peut trouver dans vos métiers. Le plus répandu, c'est le filtre Aki-Selgur. Donc, vous pouvez le retrouver sous différents organes. Donc, celui qui est en photo, là, c'est un filtre alluvionnage. Donc, ça, c'est bien, c'est isobar, sauf que l'alluvionnage, il se fait avec de l'eau. Donc, l'eau, généralement, il y a un peu d'oxygène, il y a une dilution et il y a de l'oxydation. Donc ça, on le retrouve sur des installations assez conséquentes. On en a, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine, soixantaine en France qui tournent. Il y a des pays comme la Chine, l'Inde, tout est filtré comme ça. Donc ça, c'est des unités qui commencent à 5 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés. Okay, on a aussi les filtres à plateau, donc à filtre à bougie, pardon, les filtres presse. L'avantage de ces techniques à alluvionnage de Ki-Selgur, c'est que ça va vite. On a des forts débits en litres hors mètre carré. C'est assez simple, on va dire, à mettre en œuvre, mais c'est aussi l'inconvénient. Donc la mise en œuvre, elle est assez simple, mais il faut des opérateurs formés. Il y a des périodes de nettoyage, de stérilisation, de sanitation qui sont un peu compliquées. Le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est le contact avec la terre. Donc il faut mettre des adjuvants de filtration. Ça, c'est une technique qui était répandue il y a 15 ans. Le monde du vin était filtré comme ça. Tout le vin était filtré comme ça. C'est une technique qui a été complètement abandonnée dans le vin, qui est quasiment abandonnée dans le vin, à cause de la terre. Dans la terre, on retrouve des produits qui ne sont pas bons pour les opérateurs. Donc c'est un peu compliqué. Il faut utiliser des masques. Il y a des contrôles sur les poumons des gens. On retrouve de la silice dedans. Il y a une absorption élevée, donc quand on met 1 kilo, il y a à peu près 3 litres de bière qui est absorbée par la terre, donc il y a des pertes. On a un déchet, il faut le retraiter. Et après, il faut réutiliser de toute façon un filtre finisseur pour pouvoir mettre en bouteille. D'accord ? Pour moi, le principal problème de ces techniques, c'est la dilution. On est obligé de mettre beaucoup d'eau, on l'encolle à l'eau et on va alluvionner avec de l'eau. Okay ? Après, on a les filtres plaques. Donc ça, c'est pour des microbrasseries. Moi, je trouve que c'est une technique qui est assez simple. On intercale des plaques de filtration. Vous pouvez choisir le gradient de filtration en fonction de la plaque. Par contre, il faut quand même partir avec des produits assez propres pour pouvoir avoir une filtration. Sinon, vous allez colmater tout de suite et vous n'allez pas pouvoir filtrer beaucoup de litres de bière. L'inconvénient, c'est quand même le coût, parce que une plaque, ça a un coût, ça doit coûter 1,50 € la plaque, et il y a un coût qui est assez important. Après, il y a la filtration à membrane. Donc, membrane, on peut l'avoir en membrane tubulaire ou alors un peu des plaques. Là aussi, il y a des débits. Voilà, ça dépend du produit que vous allez partir. Mais il faut partir avec un produit qui est déjà assez propre pour pouvoir avoir ces techniques. Souvent, il faut avoir une centrie devant. Okay ?
toutes ces filtrations là on a parlé, qui s'élgurent plaque membrane, c'est ce qu'on appelle des filtrations frontales. Frontale, ça veut dire que mon liquide va arriver perpendiculaire à mon média filtrant. Donc je vais traverser un média filtrant, ça veut dire qu'au bout d'un moment, mes impuretés vont se répandre sur mon média filtrant, je vais monter en fait en pression, je vais colmater, je serai obligé de nettoyer, de changer mes plaques. On se rappelle filtration frontale. L'autre technique qui a été développée il y a, on va dire, une cinquantaine d'années en Israël pour filtrer l'eau de mer, pour rendre l'eau potable pour enlever le sel, c'est la technique tangentielle. Donc à l'inverse, enfin, on va dire à l'opposé de l'autre technique où je vais être perpendiculaire à un média filtrant, là mon liquide va longer mon média filtrant et je vais circuler le long d'un média filtrant. Et c'est le flux de liquide en fait qui va nettoyer mon média filtrant. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas d'intrant, hein, et c'est le débit de filtre qui va nettoyer mon filtre et j'ai un colmatage qui va être beaucoup moins long. Okay. Donc c'est une technique qui est répandue dans plein de milieux, l'eau cristalline, tous ces secteurs-là, Evian, c'est filtré sur des filtres tangentiels depuis des années. Le monde du vin, en France, il doit y avoir plus de 1000 filtres. Le monde du vin est passé sur cette technique. Les fromageries filtrent les saumures de fromagerie comme ça. Dans la bière, il y a quelques installations en France. Il y a d'autres pays qui sont plus en avance que nous. Mais l'avantage de cette technique, c'est qu'on a des systèmes de filtration qui peuvent commencer sur des petites installations et c'est des systèmes évolutifs. Donc on parle de 20 mètres carrés pour les premières installations et après on peut aller bien au-delà. L'avantage aussi, que c'est entièrement automatique. C'est pour ça que ça s'est développé dans le monde du vin, par exemple. On a besoin d'un opérateur, mais il n'a pas besoin d'être là en permanence. En gros, c'est un automate, on appuie sur un bouton. Il n'y a pas besoin de technicité, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Il n'y a pas de vanne à tourner. On peut le piloter à distance. On peut aussi le contrôler à distance du bureau. Toutes les machines qui sont produites maintenant sont généralement pilotées à distance. On n'a pas besoin de pré-traiter la bière ou le mou avant de l'envoyer sur ce filtre. Il n'y a pas besoin de centrifuger. On peut envoyer des produits très chargés. Je parle juste de produits. Par contre, attention, si vous mettez du houblon avant, il faudra mettre un pré-filtre avant. Il ne faut pas envoyer des matières organiques trop importantes dans les filtres. Mais par contre, on peut partir avec des turbidités assez importantes, 500, 1000 NTU. On aura un débit qui sera moindre, mais ça ne changera pas la qualité de la filtration. Ça filtre donc tous les types de bières. Il n'y a pas de déchets, donc on n'a pas besoin de mettre de produits d'intrants et donc on n'a pas de déchets à évacuer. Okay, donc l'environnement de travail est un peu plus simple, c'est un peu plus silencieux et on n'a pas besoin donc de manipuler de terre de filtration. Les avantages des filtres tangentiels. L'avantage qualitatif, on va filtrer avec des membranes qui sont à 0,2 microns. On a fait des essais, on peut travailler avec des membranes plus larges, 0,45, des choses comme ça. Donc on peut déjà travailler sur qu'est-ce que vous voulez filtrer, quel seuil de coupure vous voulez mettre. Donc quand on va faire un essai chez un client, on amène plusieurs types de membranes et on va choisir avec lui quelle qualité de filtration il veut. Alors attention, c'est pas parce qu'on choisit une 0,2 micron. 0,2 micron, ça va être stérile. Les bactéries les plus petites vont faire 0,10 micron. Donc on ne trouvera plus de levure, quasiment plus de bactéries. Si on met des seuils de coupure plus importants, 0,45 micron, à un moment donné, la membrane se colmate et le pore va être plus petit que 0,45. Un petit peu comme sur les filtres qui s'élgurent, à un moment donné, c'est vos impuretés qui vont faire filtre. On redit donc, peu importe la turbidité de départ, la turbidité de sortie sera de environ 1 NTU. Donc 1 NTU, vous pouvez le mettre en bouteille. Il n'y a pas d'effet sur le goût, ni sur la couleur, ni sur la mousse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la mousse avec les gens de Champagne. Est-ce que la technique tangentielle affecte la mousse? C'était un peu le problème qu'on avait quand on a travaillé sur le chambre. Parce que comme on retient des macroprotéines, est-ce qu'on aura une mousse différente? Non. Les essais et les gens qui sont équipés n'ont pas rencontré de problème à ce niveau-là. Donc l'ensemble du système est isobar et il n'y a pas besoin il n'y a pas d'oxygène dissous qui intervient. Il n'y a pas besoin d'eau non plus. Bon, sur l'aspect économique, le coût du personnel, il est quand même réduit parce que le brasseur, une fois qu'il a branché sa cuve et démarré son filtre, le filtre il est entièrement automatique. Le cycle de filtration va se dérouler sans présence de personnel et après le filtre se lavera automatiquement. Donc il n'y a pas d'adjuvant, donc il y a très peu de déchets. Donc les déchets, c'est quelque chose... des fois, moi, dans le monde de la bière, ça me choque un peu. Il y a d'autres applications, où, par exemple le vin ou les fromageries, où l'État vient contrôler les déchets. Dans les microbrasseries, vous n'êtes pas encore soumis.
Mais à mon avis, à un moment donné, il faudra quand même s'en préoccuper. Et les rejets de filtration, les lavages de cuves, à un moment donné, je pense que l'État va quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Donc sur ces techniques de filtration, les eaux de lavage ont des DBO, des CO assez faibles. La durée de vie des membranes, nous on les garantit 7 ans, c'est une garantie, hein, ce n'est pas une durée de vie. Donc on a des installations qui ont plus de 15 ans maintenant. Alors ça peut être un inconvénient, le débit il est faible, on tourne plutôt vers les 10 à 15 litres heure mètre carré, mais le cycle de filtration il est automatique, donc on peut travailler en temps masqué. Il y a une NEP incorporée, donc on n'a pas besoin de nepper le filtre, il se neppe tout seul, sa NEP elle est incorporée. Il n'y a pas besoin de produits enzymatiques pour le nettoyer, on travaille avec de la soude pour le détartrer, du peroxyde pour, on va dire, désinfecter, et après pour le remettre avec du peracétique. C'est une technique donc, qui est bien parce qu'en fonction de la taille de la brasserie, du choix du filtre que vous faites, vous pouvez le faire évoluer et avoir une surface de plus en plus importante. Donc ça c'est important parce qu'on sait d'où on part, mais dans vos métiers, les choses évoluent des fois vite sur les brasseries. Et on se retrouve vite à avoir un filtre trop petit. Donc le filtre, lui, on peut faire évoluer la surface en rajoutant des mètres carrés. On a des références, donc on a une référence en France avec un filtre assez important. Je crois que ça doit faire 3 ans qu'il tourne chez Rouget de Lille. On a d'autres références en France sur des plus petits filtres. On a beaucoup de brasseurs en Suède, parce qu'on avait un agent qui était très dynamique en Suède. On doit avoir une quinzaine de filtres en Suède. Donc ça dépend un peu les pays et l'évolution des techniques. Mais en France, les gens qui en ont sont très contents. Et voilà ce que je peux vous dire sur les références. Après, c'est des gens que vous pouvez aller voir, hein, on peut les rencontrer. Alors c'était une grande question parce qu'il y a des gens qui me disaient oui mais la technique tangentielle, je filtre trop stérile, trop propre, est-ce qu'on peut le retroubler? Oui, on peut le retroubler. Alors le maîtriser sur le filtre, c'est assez simple. On a des systèmes avec des turbidimètres en ligne qui en fait, et on programme une turbidité qu'on souhaite et le filtre, lui, va corriger pendant la filtration sa turbidité. Donc il va diluer la sortie du filtre. Après, moi j'ai beaucoup de clients, quand ils trouvent que la bière est trop bien filtrée, avant de la mise en bouteille, ils la retroublent en rajoutant une bière, on va dire, non filtrée à l'intérieur, et ils retroublent un petit peu la bière. Donc c'est pas irréversible. Une fois que votre bière est filtrée, on peut toujours retroubler. Par contre, c'est mieux de la stocker filtrée, ça évite d'avoir des refermentations et des contaminations. Voilà. La conclusion des technologies de filtration décrites nous permettent de filtrer plusieurs types de bières dans des lagers, des pils, mais on peut donc retroubler et avoir des bières artisanales. La turbidité, elle est stable dans le temps, le produit ne se retrouble pas, donc il n'y a pas de resédimentation. Économiquement, une fois qu'on a acheté le filtre et qu'il s'amortit, il y a moins de coûts de personnel, moins de pertes, moins de déchets, moins d'intrants. Donc c'est une technique en fonction de la taille de la brasserie, je dis bien toujours en fonction de la taille de la brasserie, qui peut vous permettre d'évoluer et de régler des problèmes de goût sur les bières et de répondre à une attente de clients. J'insiste, ça c'est la dernière chose, c'est l'amélioration de l'environnement. Il faut que vous ayez le souci. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les installations, dans les microbrasseries, mais je pense qu'à un moment donné, on va vous demander l'eau que vous utilisez, et en fonction, on vous demandera voilà, de rendre un peu des comptes sur quels sont vos effluents. Donc, ayez quand même ce souci quand vous investissez de quel est l'impact sur l'environnement. Puis on ne peut pas faire des bières, on va dire, traditionnelles, artisanales, bio, sans avoir ce souci de l'environnement. Donc la technique du tangentiel, et c'est pour ça qu'elle est répandue dans le vin notamment, c'est qu'elle correspond plus à un côté, on va dire, green des techniques de travail. Voilà, c'était tout sur la filtration tangentielle et la différence avec le Kieselguhr. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et puis si vous voulez venir sur notre stand, on y répondra avec plaisir. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions?
Eh bien, effectivement, comme vous l'a dit Pascal Rochette, vous pouvez le retrouver sur le stand de Delatofola si vous avez des questions qui vous reviennent. Et puis, cette conférence, enfin, les slides de cette conférence, comme toutes les conférences présentées pendant ces 2 jours du salon, seront mises en ligne. Et donc, pour cela, il suffit de vous inscrire à l'accueil du salon. Je vous informe que la prochaine conférence